yesterday I heard you say you're lost, but life has gone away. It got me thinking, I think I feel a similar way, and that's sad, that's sad. So let's make a decision, start a new religion, yeah. We're gonna build a temple to our love, orgiastic dances, nymphs and chances, yeah. We'll be the envy of the gods above. I'm feeling devious, You're looking glamorous. let's get mischievous and polyamorous. Wine and women and wonderful vices. Welcome to the cult of Dionysus. Le texte du Satyricon nous présente une autre œuvre que celle que nous pouvons retrouver chez les historiens ou chez les auteurs comme Cicéron ou autres. Mais en même temps, on y lit aussi une présence de cette Grèce idéale qui a été en quelque sorte figée dans les lettres grecques. Et c'est-à-dire cette Grèce classique du 5e siècle et qui constitue la culture de l'aristocratie la plus ancienne, mais alors qui est dans le Satyricon comme perdue et créant une nostalgie chez ceux qui sans cesse cherchent à la retrouver et la manquent à chaque fois. Alors, bien sûr, l'exemple le plus frappant est celui du banquet de Trimalcion, où en particulier les spectacles, les divertissements qui sont offerts, on pense à ceux qui disent Homère ou qui chantent Homère ou autres, et donc qui échouent à chaque fois, qui sont ridicules. Et de même que Trimalcion vient d'un Orient grec, mais c'est l'Orient syrien, hein, et donc qui par rapport à la Grèce classique et donc peut être ressenti comme étant une décadence de la Grèce classique, ce qu'on appelle la Grèce hellénistique. Et donc cette présence de la Grèce hellénistique qui s'oppose à la Grèce classique est quelque chose qui est sans doute constitutif, hein, de l'art roman et même, disons, de l'idéologie romaine. Et la Grèce perdue est sans doute un mythe roman qui d'ailleurs a été en quelque sorte récupéré par les historiens modernes. En effet, en présentant Rome comme étant une mauvaise imitation de la Grèce, avec des phrases du genre les Romains n'ont rien inventé, ils ont copié, ils ont fait des sculptures en plâtre en quelque sorte. Hein. C'est sans doute un fil conducteur qui peut prétendre se légitimer dans les textes romains. Nessuno fu mai capace di farci sapere come si sta nel regno dei morti, mentre che tutti sappiamo benissimo come ci piace di stare nel regno dei vivi. La storia della matrona di Efeso, chi non la conosce? C'è stata una volta una femmina giovane e bella e virtuosa che rimase improvvisamente vedova.
Quando il corpo del marito, alla usanza greca, fu deposto nella cripta, la vedova, così onesta e fedele, non se ne volle più andare. Notte e giorno vegliava e piangeva e si voleva morire di fame. Tutti se ne andarono e lei sola là dentro. Ora successe che poco lontano dalla tomba un ladro condannato a morte era stato impiccato e ci avevano messo di guardia un bel soldatino. Perché vuoi lasciarti morire di fame? A che serve seppellirti viva? Bevi qualcosa. Avanti, bevi. No, no, no. Tu devi vivere, goditi le gioie della vita finché è possibile. Proprio questo cadavere che è qui disteso dovrebbe convincerti. Fatti coraggio, bevi. Hanno rubato l'impiccato. Mentre stavo qui con te, i parenti del ladro se lo sono portato via. So già la punizione che mi darà il giudice. Una morte atroce. A che serve aspettare? Preferisco farmi giustizia con le mie mani. No, caro. Perdere i due uomini della mia vita uno dopo l'altro sarebbe troppo. Meglio impiccare un marito morto che perdere un amante vivo. Meglio impiccare un marito morto che perdere un amante vivo. On a à nos dispositions différents documents, textes ou restes archéologiques qui peuvent servir d'entrée dans la civilisation romaine et qui sont des entrées différentes. Et le Satyricon est une de ces entrées dont on a pensé qu'il pouvait nous permettre de retrouver un monde, alors tantôt un monde de plaisir excessif, tantôt un monde, le monde des classes, certains ont même dit les classes moyennes, bon, c'est sûrement pas ça, mais le monde des affranchis. Est-ce que le Satyricon est une entrée sur le monde des affranchis ou est-ce que c'est une entrée sur le monde des classes ultra riches de Rome? Pompéi est aussi une de ces entrées possibles. Alors, dans la mesure où l'éruption du Vésuve a figé sur place une grande partie de la population de Pompéi, on a pu penser qu'on avait comme ça une sorte de photo de la vie quotidienne, puisqu'on voyait les morts en train de faire ce qu'ils faisaient chaque jour. Et il est sûr que ces entrées doivent être repensées
et leur évidence déconstruite. Puisque qu'est-ce qui serait cette quotidienneté de Pompéi? Est-ce que Pompéi peut être l'exemple d'une cité romaine? On ne sait pas. Après tout, il s'agit d'une cité de l'Italie du Sud, hein, qui a eu sa propre histoire avant d'être romaine. De même que le texte du Satyricon est lui-même une construction très, très complexe, puisqu'il est fait à partir de l'Odyssée. Mais aussi, alors en ce qui concerne du banquet de Trimalcion, il est aussi réécrit à partir non seulement du banquet de Platon, mais de toute une série de banquets qui l'ont précédé. Donc en fait, tous ces documents qui semblent être relativement simples, relativement ouverts, méritent d'être travaillés sur le modèle de la déconstruction, c'est-à-dire en fait de ne pas de voir ce qui les constitue de façon complexe. Chaque maison a son jardin? Oui, et celle qui n'avait pas la place d'avoir un vrai jardin en peignait un sur les murs. C'est extraordinaire ce goût du jardin, ce besoin de la nature. Les Grecs n'ont jamais eu rien de semblable. Propre à Pompéi ou... Non, dans toute l'Italie, dans tout le monde romain, partout où les Romains s'installaient, même en Asie, ils faisaient des jardins. À Rome aussi, donc. À Rome aussi, de très grands jardins. C'est un jardin fidèlement constitué? Fidèlement, on a moulé les racines et on a planté au même emplacement les mêmes plantes. Il y avait des violettes? Oui, bien sûr, des violettes, des myrtes, du buis, des iris, tout ce que vous voyez ici. Des feuilles d'acanthe? Des feuilles d'acanthe, du lierre, surtout beaucoup de lierre, c'est la plante de Bacchus. Ça ressemble un peu à un jardin de curé, quand même. Hein. Oui, sauf qu'il n'y avait pas de curé, que le curé, c'était Dionysos. Qui sont les dieux présents ici? Eh bien, c'est surtout Bacchus. On a là le Bacchus enfant avec son collier de lierre. Nous avons alors ces quantités de masques de théâtre. Ce sont des masques, là? Là, non. Ici, ce ne sont pas des masques. C'est un faune avec ses cornes et puis une bacchante avec le thyrse, là, le grand bâton. Et là encore, là, vous l'avez grave. Il n'est plus enfant, mais il est puissant. Il ressemble à Jupiter. Oui, c'est un homme de la force de l'âge. Il a deux visages. Oui, c'est un Hermès à deux visages. À Rome, il y aurait autant de Bacchus? Oh, pareil. Bacchus n'est pas spécialement pompéien, c'est la divinité de la nature. La fontaine, c'est purement ornemental? C'est ornemental, bien sûr, mais ça a aussi un aspect pratique. Les Romains adoraient la fraîcheur. Ils avaient dans leur maison une pièce où il y avait de l'eau et ils dormaient volontiers au son de l'eau qui coule. Quelquefois, quand ils n'avaient pas de fontaine réelle, ils en peignaient sur les murs pour se donner l'illusion de l'eau courante. Pour mieux dormir. Pour mieux dormir. Bon, mais les dieux qui sont présents dans la ville ne sont pas tous ici, par conséquent. Ah non, les dieux de la cité sont sur le forum, sur les lieux publics. Ici, nous avons uniquement les dieux de la maison, les dieux de l'intimité, un tout autre niveau de sensibilité religieuse. C'est-à-dire les dieux qui pouvaient, enfin, qui étaient ceux de tout le monde. Les dieux qui étaient ceux des esclaves aussi, tandis que les dieux de la cité étaient seulement les dieux des citoyens. Ce sont des masques? Là, ce sont des masques. Bacchus était le dieu du théâtre. Alors, les masques sont un rappel de cette espèce de puissance de Bacchus qui fait, au fond, le monde plus beau qu'il n'est. Pas de Vénus? Pas de Vénus. Et pourtant, c'est la déesse de Pompéi. Et pourquoi, alors? Bon, je ne sais pas. Si je voulais émettre une hypothèse, je dirais que c'est parce que les Romains se sont toujours un peu défiés de Vénus. Autant le désir masculin leur était sympathique, autant ils se défiaient du désir féminin. Si maintenant, aujourd'hui, je me pose la question, quel est le bon usage de l'Antiquité selon une formule classique, quand même, je m'interroge. En fait, il s'agit d'un usage, je ne peux pas faire de généralité, mais il est clair qu'il y a un usage au coup par coup. C'est-à-dire que souvent l'Antiquité permet, enfin le passage par l'Antiquité permet un retour sur le présent en fonction de l'actualité.
récemment, un ami, William Marks, avait fait un article sur la question de la vengeance et de la vengeance qu'on doit arrêter en ce qui concerne, qui doit s'arrêter un jour, en ce qui concerne les guerres au Moyen-Orient, et il avait pensé cela à partir des tragédies grecques, et moi j'ai complété dans un autre dialogue avec lui sur le sujet, en pensant les deux modèles que présentait l'Antiquité, c'est-à-dire, selon moi, la Grèce, qui est un modèle de la culture de la guerre, et en confrontant à Rome comme modèle d'une culture impériale de la paix. Et voilà, donc c'est effectivement, alors, c'est pas des modèles à appliquer, mais pour reprendre encore cette formule, ce sont des écarts qui nous permettent de prendre une distance par rapport au présent, en leur opposant au présent des formes culturelles ou des formes sociales, en posant la question, est-ce qu'on n'est pas en train de les reprendre sans même s'en apercevoir? Ou bien est-ce que ça pourrait pas être utile de les reprendre de façon consciente? The month of May, run free and play in fields of flowers, pass the hours, making love is how we'll pray. Start a secret society for the wild and free, or ideology, 'cause you can do what you want, too much is never enough. We are the light, we are the light, we are the envy of the gods above. I'm feeling devious. You're looking glamorous. Let's get the